Bonjour à tous, bienvenue dans À bout de taf. Donc là, on est en version ce que j'appelle Agora Live, donc à distance, qui peut être pratique quand on n'est pas dans la même ville. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir un sujet qui traverse pas mal notre société, l'école, la famille, le travail. C'est l'intelligence artificielle. Alors peut-être que vous allez dire que c'est encore l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est un sujet voilà, dont on n'a pas fini de parler. Parce que voilà, ça transforme beaucoup de choses. C'est une technologie que certains vivent comme un formidable levier et d'autres l'aperçoivent comme une menace profonde, voire anthropologique. Alors moi, je fais partie des personnes un petit peu ambivalentes sur le sujet. Je suis passionnée par l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur les impacts en fait de cette tech. Alors pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean Pouly, donc qui est facilitateur et conférencier chez FlexJob. Mais bon, tu œuvres dans la tech, en tout cas sur le sujet du numérique depuis bien longtemps, puisque depuis 25 ans, tu accompagnes la transition numérique des organisations. Tu as dirigé l'Agence mondiale de solidarité numérique. Et tu as fondé en 2012 le cabinet Econome. Et donc dans le cadre de FlexJob, tu enseignes donc la culture numérique, eu égard à toute ton expérience. Notamment, tu as créé le Smartphone Show. Alors c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque je t'ai interviewé pour Le Parisien pour présenter cet atelier en fait qui permet de remettre un peu de dialogue là où la technologie parfois peut nous isoler, voire nous polariser. Donc c'est un atelier qui permet de questionner en fait les usages du numérique. Et dans ton livre, c'est aussi pour ça que je t'interviewe aujourd'hui. Dans ton livre qui s'appelle Transmettre et éduquer à l'heure de ChatGPT, tu proposes donc 12 défis qui sont très concrets et super intéressants. Vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. Donc tu proposes donc 12 défis qui aident chacun à nous repérer par rapport à l'IA, à nous préparer aussi. Donc en gros, voilà, comment mieux utiliser l'IA sans forcément la subir. Et c'est aussi comment préserver ce qui fait notre singularité. Je trouve que ça nous questionne. Enfin, dans ton livre, tu nous questionnes beaucoup là-dessus. Et tu y as mis beaucoup de références, voilà, autour de l'esprit critique, de l'attention, de la pensée autonome et non pas assistée. Donc c'est passionnant. Alors avant de revenir sur ce sujet-là, je voulais te poser une première question. C'est vraiment la question signature d'À bout de taf. Quelle est pour toi la crise majeure qui impacte le travail aujourd'hui ? En fait, moi, je vais répondre la technologie, non pas parce que je suis un spécialiste de la tech. J'allais dire que la démographie, c'est un peu le destin, hein, comme disait Auguste Comte, mais puis l'écologie, il n'y a pas de sujet, c'est hyper important. Par contre, moi, je le dirais plutôt en ordre de priorité, pas d'importance. Je mettrais la technologie. Et pourquoi en priorité ? Parce qu'en fait, je pense qu'on est en train de rentrer dans une sorte d'écran total. C'est comment s'appelle-t-il, François Saltiel qui parle d'écran total dans son livre. Et moi, je rejoins un peu cette vision-là, avec presque un risque totalitaire, si on ne prend pas garde. Et en fait, au niveau du travail, tout est concerné. Il y a le niveau économique dans le développement durable, il y a le niveau économique avec, par exemple, le risque d'aspiration de la valeur par les big tech. On a au niveau social le risque de prolétarisation des cols blancs, une destruction massive de métiers, une atomisation de la société, la polarisation cognitive, enfin il y a beaucoup de choses. Et puis au niveau environnemental, alors c'est un peu un angle mort, hein, mais c'est un gouffre énergétique, écologique. Donc je vais dire qu'en termes de priorité, je le mettrai en premier pour ces risques-là, mais aussi parce que ça peut faire partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les différentes transitions en cours, il est probable que la transition numérique qu'on vit soit aussi source de solutions. Alors je suis pas technosolutionniste, Oui, mais je vois que c'est ça aussi. peut faire partie de l'équation. Du coup, moi, je le mettrais par ordre de priorité en premier. C'est toujours compliqué cette question parce que tout le monde me dit c'est systémique, je suis bien d'accord et c'est pas facile donc mais bon ça permet au moins d'ouvrir sur un angle qui peut nous toucher tous différemment aussi donc merci. Donc si on revient sur l'histoire de l'IA, dans ton livre tu commences par un point intéressant qui rejoint d'ailleurs Bernard Stiegler et Anna Lambert dont on parlait, qui sont des philosophes qui ont beaucoup réfléchi sur la tech. C'est le fameux pharmacone. Donc tu définis les IA génératives comme un pharmacone. Alors, c'est un terme que j'adore, faut le savoir, c'est pour ça que c'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Bon, en tout cas ça m'a interpellée. Donc à la fois un poison et un remède. On peut dire beaucoup de choses hein, d'ailleurs ce terme-là, mais alors je voudrais juste savoir pourquoi toi tu reprends ça. C'est-à-dire que pourquoi pour toi l'IA, les IA génératives plus spécifiquement, c'est un pharmacone. Qu'est-ce qui fait que cette technologie peut autant nous aider qu'elle peut nous abîmer ? Déjà, peut-être revenir sur ce côté ambivalent de la technologie. Parce que c'est vrai qu'on
Bon, Bernard Stiegler en parle, mais en fait, il en parle après Platon, Derrida, Jacques Ellul. En fait, ça traverse toute la philosophie. Donc pourquoi en fait? Mmh. Parce qu'elles sont donc ni mauvaises, ni bonnes, ni neutres. Et en fait, elles contiennent en elles toutes les possibilités d'usage. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et en fait, Bernard Charbonneau, qui travaille avec Ellul, il nous dit en fait, c'est à nous de sortir de la neutralité. Et donc, ça veut dire que c'est à nous de nous positionner. Bon, il y a les concepteurs aussi. Donc, les concepteurs, ça, moi, j'ai pas trop la main. Voilà. On n'a pas trop la main, Effectivement, non. ils peuvent créer des IA qui ont des biais ou qui vont utiliser tel set de données. Donc, ça, nous, on n'a pas la main. Donc, on n'a que la question de l'usager, comment on va l'utiliser. Alors, en quoi ça peut nous aider ou nous abîmer? Par exemple, ça peut nous enfermer dans un contexte culturel, parce que c'est sûr que si on demande à DeepSeek ou à ChatGPT à qui appartient le Tibet, on n'aura pas la même réponse. Donc, en fait, on peut Exactement. vite, Mmh. voilà, être enfermé dans des bulles culturelles. On a affaire à des technologies qui sont quasiment sans limite. Ça nous donne des possibilités qu'on n'avait jamais eues avant. Donc moi, ce que j'appelle des super pouvoirs, et que c'est fascinant, c'est irrésistible, sauf que nous, en fait, on n'est pas illimité. Et donc, il va falloir qu'on digère ce qui nous est proposé. Dans ce pharmacone, il n'y a pas que les poisons, il y a les antidotes. Et nous, finalement, c'est à nous de trouver les antidotes qui sont importants pour nous. Ça va être, par exemple, quel IA génératif on va choisir, comment on va les utiliser, quand est-ce Oui, qu'on je va comprends. pas les utiliser. Euh, Moi, par exemple, j'aime bien animer des ateliers d'intelligence collective, produire un contenu et ensuite demander à l'IA de voir ce qu'elle en pense, entre guillemets, ou demander à plusieurs IA. Euh, pour l'instant, moi, c'est la méthode que j'ai trouvée, que je trouve assez complémentaire de l'intelligence humaine. Stigler rajoute un truc qu'on oublie souvent dans son expression, et dans la pharmacologie, c'est le poison, l'antidote et le bouc émissaire. Et la tentation, c'est après d'aller accuser la technologie de tous nos maux. Alors que je pense que si on sort de Mmh. notre neutralité et qu'on construit notre hygiène attentionnelle et les pare-feux par rapport aux fake news, la capacité à digérer l'information, à la diversifier, etc., et ben à ce moment-là, on va pas accuser la technologie de tous les maux, que ça diffuse des fake news, que ça nous rend dépendants, et que voilà. Parce que parfois on entend un petit peu ça finalement, Tout à c'est à fait. cause des Mmh. réseaux sociaux, c'est à cause de la technologie. Je pense que D'accord, ouais. C'est à cause des couteaux, quoi. oui, Non, mais en fait, c'est l'usage, on c'est en l'usage. revient Alors toujours après, à c'est intéressant, il je peut y avoir des pardon. technologies qui sont sciemment mauvaises. Enfin, par Mmh, exemple, un algorithme ne l'est pas, mais par contre, comment tu le programmes, oui. exactement. C'est-à-dire que TikTok en France ou TikTok en Chine n'est pas réglé de la même Mmh. manière. Dans ce fameux pharmacone et en tout cas le côté un petit peu, poison, c'est, donc c'est Anne Alembert, je l'ai cité tout à l'heure, qui est philosophe, notamment, assez critique sur le progrès technique, Oui, notamment sur les IA. Elle a écrit, De la bêtise artificielle et elle parle, elle, et moi je trouve ça assez passionnant, de prolétarisation de la pensée. oui, C'est un risque majeur. Donc, ce qu'elle dit, elle, en substance, c'est qu'au XXe siècle, le machinisme a prolétarisé les savoir-faire, donc plutôt ouais. le savoir-faire artisanal. Mmh. Donc, en fait, on a découpé les tâches pour être beaucoup plus efficaces. Donc, c'est la naissance voilà, du travail en usine. Donc, on a transféré les gestes vers les machines. Aujourd'hui, on a franchi une étape supplémentaire qui est la suivante, c'est que finalement, on a découpé certaines tâches, en tout cas certaines habilités créatives, et on les allait déléguer à la machine. Et donc, on passe du savoir-faire au savoir-penser. Et donc, en gros, on délèguerait notre capacité de penser au système génératif. Donc, c'est assez dingue quand il pense, notamment avec ce que veut dire le langage, notamment pour nous, en termes de symbolique, en termes Mmh. de rapport à l'autre, de reliance, etc. Est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que tu penses de ce diagnostic? Est-ce qu'on est vraiment face à une prolétarisation des tâches créatives, intellectuelles et, enfin, plus largement, je trouve du coup, on perdrait un attrait humain extrêmement important parce que le langage, je le répète, c'est autre chose qu'un outil c'est au-delà de la communication, c'est Oui, oui. vraiment notre manière d'être au monde, de nous exprimer, quoi. Après, il y a une chose qui est dans la prolétarisation qui est importante, je trouve, c'est que quand on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en fait, on se rend compte qu'on s'assimile à ce qu'on fait. Il y a presque une identité, une Mmh. identification à ce qu'on fait. Et
je pense que quand la machine remplace un geste, une compétence, une tâche, en fait, elle remplace une partie de ce que nous sommes. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être pas encore mesuré. Moi, j'ai déjà Mmh. vu, quand je faisais des travaux quand j'étais jeune pour gagner de l'argent, j'ai vu une ouvrière pleurer pendant des semaines parce qu'on lui avait pris son outil de travail. En fait, on lui prenait son identité, sa vie. Donc c'est important, je trouve. Et si on prend aujourd'hui les cols blancs qui vont perdre ou qui perdent certaines choses, ben, on va prendre un traducteur, par exemple. Alors, on va dire un traducteur, par exemple, de contrats commerciaux, tu vois, un truc qui faut mettre sa signature en bas, hein. Tu fais un contrat Mmh. pour un avocat, ben, en fait, on va lui demander d'être moins payé. Mais en fait, il va quand même relire parce que il veut mettre dans le contexte, il veut mettre un peu de finesse, donc il va quand même passer du temps. On va lui dire: «Bah non, je te paye 10 fois moins cher parce qu'il y a une machine», sauf que lui, il va pas travailler 10 fois moins, peut-être travailler 2 fois Mmh. moins. Donc mais il va être moins bien payé et à la fin, on va lui dire: «Mais par contre, c'est toi qui signes parce que la machine est irresponsable, donc tu vas mettre ta signature». Donc là, on peut parler de prolétarisation pour le coup. Puis, Ouais. il y a une autre dimension, moi, qui me pose, c'est ce mot, de presque de concurrence déloyale, hein, on va se comparer à plus fort que nous, en fait. On rentre dans une ère, moi, je trouve, de concurrence déloyale parce que, bah, sur certaines choses, c'est incommensurable, en fait. On n'est pas sur le même degré de comparaison, en vitesse. Quand tu dis tu parles de la compétition avec la Ah oui, machine? et donc Ah oui, donc là, on touche à Gunther Anders, un peu la honte prométhéenne, c'est-à-dire, c'est en la gros, nouvelle blessure. on a créé des machines qui vont nous dépasser. C'est D'accord. ça, et donc Non, mais du c'est coup, intéressant. ben, on va perdre notre identité, mais aussi une blessure narcissique, donc on va se sentir dévalorisé. Ouais. Euh, et Puis il y a le plaisir au travail il aussi, y a le je trouve, tu plaisir, vois. il y a aussi Le fait il y a des choses qu'on aime faire, quoi. Enfin, exactement, et qui a un équilibre par rapport au tout, en fait. Et je trouve que quand on enlève une partie des tâches, c'est comme si on dénaturait le travail dans sa globalité. oui, Donc c'est compliqué de découper, de saucissonner des. On n'est pas une somme de compétences, quoi. on n'est pas une simple Et, compétence, et et puis je trouve qu'il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est que, tu vois, quand tu promptes et que tu analyses la réponse, en fait, tu fais des actions intellectuelles au début et à la fin, en fait, tu perds ce qui est au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est le ouais. processus. Et en fait, la vie n'est pas que résultat. La vie, pour plein de choses, c'est le processus qui est intéressant. Alors, c'est Hannah Arendt qui nous parle du travail, et qui dit, en fait, le travail, c'est pas que produire. Et elle dit, c'est aussi créer, participer au monde, en fait, en créant quelque chose de nouveau, et c'est aussi être relié aux autres. Et en fait, quand tu regardes les 3, et ben, en fait, l'IA vient grignoter évidemment la production en prenant des tâches, mais elle vient grignoter la création, puisqu'elle vient nous concurrencer sur ce côté créatif, hein, on le voit avec aujourd'hui les artistes, et cetera. Et puis Ouais. elle vient nous grignoter aussi sur comment on se relie, parce qu'en fait, si dans un collectif de travail, avant tu demandais à tes collègues des choses, et il y a tout ce que Marcel Mauss appelait le don contre don qui est en train de se jouer, et qui n'est Exactement. plus du tout assumé parce que la machine, elle n'est pas redevable, c'est pas un humain. Du Ouais. coup, on voit bien qu'aussi le lien, ce troisième côté, il est challengé, transformé, grignoté. Et si on n'y prend pas garde, ben en fait, voilà, le travail est un peu grignoté dans ses fonctions anthropologiques. Et puis, je trouve qu'il y a une dernière Ouais. contradiction, moi, qui me pose question, c'est en fait, c'est vendu cette innovation comme une libération, une émancipation, et en même temps, Pour aller vers quoi? non, mais en même temps, Ouais, pour aller vers. ça te bouffe du Mmh. travail qui, lui, t'émancipait. Tout à l'heure, tu parlais de faire des Mmh. efforts. Donc, en fait, d'un côté, le travail nous émancipait parce qu'il nous permettait de créer, d'être reliés, même avec des efforts, voilà, de produire des choses. Et en même temps, on dit, bah là, on va vous le remplacer. Donc, en fait, il y a une contradiction ouais, à résoudre. Bah, surtout quand tu connais, tu sais, la théorie du flow, on sait qu'il y a un certain niveau d'effort qui est finalement jouissif et qui nous permet vraiment de créer, c'est limite hormonalement du bonheur, quoi. Enfin, de la satisfaction à dépasser des certains nombres de compétences, à les développer pour atteindre un objectif. Et c'est pas l'objectif en soi qui est une satisfaction. Donc, Enfin, moi, oui, j'aime bien mettre les choses en lien, ce qui est d'ailleurs une définition française de l'intelligence, hein, interliguérée, contrairement à la computation anglo-saxonne. C'est qu'en fait, ouais, ce circuit limbique, il est aussi déréglé par la surexposition aux écrans, par les technologies persuasives. Donc, ouais. à un moment donné, l'effort de la récompense dont tu parlais, quand tu touches en moyenne 221 fois ton téléphone dans la journée, et que tu es exposé aux technologies persuasives régulièrement, bah, c'est des microdoses de dopamine, et à un moment donné, il n'y a plus la même satisfaction.
tout est plus facile, il y a toujours plus de choses et on goûte moins l'effort. Voilà. Et donc ça, moi, je suis attentif aussi dans les ateliers que j'anime sur ces questions-là, le circuit de la récompense, qui peut être aussi un petit peu déréglé. Ouais. Mm. Il y a ma question qui est revenue entre-temps, je vais te la dire. C'est pas une question, Ouais. c'est parce qu'en fait, j'ai interviewé Thierry Tabois aussi sur l'intelligence artificielle récemment dans Un bout de taf. Et lui, il posait une question, justement, alors c'était en lien avec l'émancipation, puisqu'il disait qu'en fait, que dans les organisations, pareil, on vend l'efficacité, on a plus de temps, c'est génial. Oui, mais on réfléchit pas à ce temps. C'est-à-dire que collectivement, donc là, je parle plus organisationnellement dans le travail, bah, ce temps soi-disant que l'on aurait en plus, enfin dégagé, donc on serait émancipé d'un certain nombre de tâches, bah, pour faire quoi finalement? Et ça, il expliquait que tant qu'on répondrait pas à cette question, bah, on n'avancerait pas. Et je suis assez d'accord avec lui. Après, je l'ai quand même j'ai un peu challengé sur un point, c'est que souvent, c'est le paradoxe, tu sais, d'Hartmut Rosa, Oui, on nous vend toujours enfin, on a toujours soi-disant plus de temps grâce aux technologies. Alors moi personnellement, je vois pas ça. Enfin, je trouve qu'il y a une intensification du travail ou en tout cas du temps. Arnaud Rosa, il répond à ça en disant que pour lui, finalement, si, il y a des gains de productivité, mais ils sont aspirés. Enfin, Lui, il a une analyse marxiste de tout ça, en disant que c'est un système capitaliste qui est mm, dévoyé et que finalement, l'aspiration de la valeur, elle se fait par ceux qui créent la technologie, mais le temps gagné revient pas forcément. ouais, Ou alors, faut faire des choix ouais, forts. Mais moi, je reviens sur cette augmentation permise par les technologies parce que j'y vois une menace anthropologique dans le sens où nous, on est limité. mm. Et donc, si on va constamment au-delà de nos limites parce que la technologie nous augmente et que le référentiel, c'est la machine, c'est plus l'homme, en C'est ça le fait. problème en fait. Ouais, Et oui. Et donc là, il y a un risque, d'abord sur pourquoi on parle autant d'hygiène ouais, attentionnelle, de guerre cognitive, moi, je le vois, parce que je vois ça termine dans le cabinet des psys et des thérapeutes parce que ça maltraite un peu le système. Dans les entreprises, le smartphone show, on entre souvent sur l'angle de la santé mentale, ouais, et de l'efficacité. Il y a une étude de France Trésor qui a été reprise par la Fondation Jean Jaurès cette année, à la rentrée, qui chiffre à près de 1 point de PIB la perte économique liée aux conséquences de l'économie de ah l'attention. oui, Donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet sur la qualité du travail, la ouais, je suis concentration, persuadée de le ça. bien-être. Je suis persuadée de ça et Voilà, je donc, pense que je, enfin, que l'attention, ça va devenir une compétence en tant que telle, en fait, sur laquelle il va falloir travailler. Et je crois que tu en parles dans ton livre, à un moment clairement. donné, tu parles d'Anne de Pomereux, je connaissais pas du Ah non, oui, un livre, qui ouais, ouais, parlait qui est de la reconquête de l'attention comme chantier majeur des années à venir. Et ça m'avait vachement interpellée. Et ce que je me suis dit, mais en fait, on parle toujours de ça de manière assez nébuleuse. Mais moi, je pense que c'est vraiment enfin, une hygiène mêlée à une compétence à développer, quoi. Parce que c'est pas possible. Et ça revient à ton point de départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à nous de décider. On peut pas de dire, on va pas décider. demander à une application. Enfin, quoi que je vois des gens faire ça. Je demande à une application de le désactiver de LinkedIn. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais pourquoi pas? Enfin, mais alors là, tu rentres dans un truc de la machine qui finalement pilote ta vie. Bon, bref. Mais c'est un vrai sujet, quoi. Ben, quand j'ai vu ça, que c'était la direction générale du Trésor du ministère de l'économie qui a sorti Mm, cette étude où les chiffres et le point principal, c'est effectivement la dégradation des capacités cognitives mm, liées à ce qu'ils appellent l'économie de l'attention, qui est donc aujourd'hui le modèle ouais, économique des big totalement. tech, Mm, boosté aux technologies persuasives, qui ont été lancées dès 96 par le laboratoire de Stanford, Brian Fogg, Persuasive Technologies, où effectivement ils la mettent en place captologie, c'est des... ça, c'est le fameux. Ouais. Ouais, Mm. c'est ça, c'est le croisement entre les sciences Ah, comportementales et les c'était technologies passionnant ça. Tu en as algorithmiques. parlé dans ton livre. Mm, Voilà, alors au départ, ils pensent pas mal évidemment, c'est un peu aussi la théorie du nudge. On va induire des choses par ce croisement entre sciences mm, comportementales et puis ça a été repris par les big ouais. tech pour créer de l'engagement. Et en fait, on en revient à une question que tu m'as un peu posée, c'est de dire finalement comment on en sort. Ben, en fait, c'est le modèle économique. Parce que Ouais. si tant que t'as pas pour faire de l'IA, faut de la donnée. Pour avoir de la big data, eh ben, il faut que les gens donnent la donnée et on va pas donner de la donnée comme ça, on va la donner si c'est gratuit, on va la donner Mm.
parce qu'on est toujours connecté à des choses qui nous intéressent et donc il faut créer des technologies qui captent notre attention et avec lesquelles on sera d'accord, enfin Mmh. d'accord, consentement un peu biaisé, mais pour laisser toutes nos traces, toutes nos vies et pour que le système fonctionne. Je vois pas trop aujourd'hui comment sortir de ce paradigme, Ouais. mais bon. Non, après, dans ton livre, il y a aussi c'est lié à ça, c'est la science. En fait, le problème de qu'est-ce qui capte notre attention aujourd'hui, ben, on voit bien que c'est des contenus, franchement pas très intéressants. Bon, après, on est tous piégés le soir, devant Instagram, à un moment donné, je ne jette pas la Oui, pierre, ça m'arrive. Mais tu oui, vois, moi, maintenant, je suis vachement en réflexivité avec moi-même, quoi. Je me dis, mais attends, alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, j'essaye parce que tu vois quand tu es capté sur des trucs et tu te dis, mais quelle perte de temps. Déjà, rien que pour toi, rien que pour ta vie, franchement. C'est au-delà du coup, c'est du manque à gagner. Tu perds 1 heure de ta vie alors que tu pourrais faire autre chose, beaucoup plus intéressant. euh, moi, Mm. je fais faire le calcul quand je fais des ateliers Ouais. avec les enfants, mais avec les parents aussi et les adultes, les salariés en entreprise. En fait, je leur montre les chiffres. Je leur dis aujourd'hui, on est à peu près pour les adolescents à 5h21 par jour, en moyenne, hein, les Ah ouais. 15-24 ans. Et en fait, j'ai une petite réglette temporelle qui te montre ça fait 76 jours de 24 heures par an. 76 jours. Si tu Ouais. fais ça jusqu'à l'espérance de vie, on va dire 80-85 ans, tu vas passer entre 15 et 20 ans de ta vie devant un écran. Alors, il y a des choses très utiles dans ces 15 à 20 ans Oui, devant un bah, écran, tu on est travailles déjà. d'accord. Mais, mais en fait, ceux qui arrivent à baisser leur temps d'écran te témoignent qu'en fait, il y a beaucoup de choses inutiles et surtout qu'il y a une espèce de surcharge qui ne participe pas à ta bonne hygiène Ouais, intellectuelle. Et moi, je me dis, à l'heure de l'IA, où justement il y a un concurrent qui arrive, et ben, il va falloir encore plus booster. Moi, c'est ce que je dis, on devrait être, c'est Cole Newport qui nous parle de deep ouais, work, le travail profond. Et ben, en fait, à l'heure de l'IA agentique, qui va venir grignoter le shallow work, donc le travail un peu mmh, superficiel, on va nous attendre, nous, humains, sur du deep work, sur de la réflexion profonde, sur ce que, voilà. Et donc, si on a une hygiène attentionnelle qui est complètement dispersée, parce qu'on est à 221 fois par jour, à 7 heures de temps d'écran, avec le réseau de science qui est complètement, voilà, eh ben on arrive au brain rot, hein, le ouais. pourrissement du cerveau. Et du coup, on sert plus à rien, quoi. Enfin, on sert plus à rien. Enfin voilà, on n'est plus en capacité. Donc, je pense qu'il y a, moi, les antidotes que trouvent les familles ou les salariés, c'est je supprime des notifs, je supprime les applis un peu toxiques, je mets le téléphone en pause, je le mets plus sur mon corps, je le sors de mon corps, tu vois, je l'éloigne. Et c'est marrant parce que ça vient assez vite. On se rend compte que c'est déjà devenu une extension de nous-mêmes. D'ailleurs, la nomophobie, nomobilphobie, quand on perd son téléphone ou qu'on le casse, on va immédiatement Ah ressentir une ouais, angoisse. ouais, En fait, il y a toute notre vie ouais. dedans. Et moi, quand les gens me C'est disent, le ouais, membre mais fantôme. ouais, non, mais j'entends souvent C'est ma la vie. peur du Ouais. transhumanistes Mmh. fous qui disent vont nous mettre des implants dans le Neuralink. cerveau. Je dis, mais c'est Mmh. déjà fait, hein. Il y avait un point aussi que je trouvais intéressant, c'est donc au-delà du brain rot, c'est aussi la dette Google, hein, que je connaissais pas du tout, que j'ai Ouais, découvert aussi dans ton livre. Pourtant, elle date de 2012, hein, c'est ça 2012. 2011, ouais, de Google, ouais. Ouais, Donc, ouais. je vais juste expliquer ce que c'est, parce que je ne savais pas, j'ai Oui, découvert. Donc, c'est la dépendance à l'externalisation de la mémoire. En gros, parce que maintenant le savoir serait dans l'internet, comme on dit, eh bien, on se souvient plus du chemin pour aller jusqu'à la connaissance que la connaissance elle-même. Et alors, du coup, toi, dans ton livre, tu dis, bah, avec l'IA générative, c'est encore plus problématique. Et je voulais savoir quelle était la différence, en fait. Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment une différence enfin, est-ce que cette dette, elle va être encore plus importante, cette dette Google? On pourrait l'appeler dette IA ou je sais pas, mais voilà. bah, en fait, la dette cognitive, on va dire que ça C'est désigne ça. l'écart, en Ouais, d'accord. fait, entre une capacité mentale réelle, la mémoire, le raisonnement, l'expression, l'attention, la créativité, et le niveau d'assistance Ouais, technologique avec lequel bah, tu t'es habitué, en fait. C'est ça la dette. C'est le besoin moins ce que la prothèse c'est ça. technologique. Et donc, en fait, l'effet Google, c'est une première brique qui va être je retiens le chemin, plus l'information. Bon, ok. Mais après, on va avoir de nouveau, et on l'a vu avec l'étude du MIT, hein, une baisse de la charge cognitive active, en fait, celle qui est nécessaire pour produire des Mm. tâches. En fait, le processus, il va être rendu plus fluide par la machine, mais il va empêcher un renforcement des connexions neuronales, en fait. Et du coup, on va avoir moins d'efforts, et petit à petit, on va s'habituer. Alors,
Après, quand tu vois, par exemple, chez les jeunes, les étudiants, qui sont à 99% à utiliser l'IA générative, et ben, tu as les 2 tiers qui vont rechercher des entreprises qui utilisent l'IA de façon non masquée, hein, pas de l'IA shadow. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont déjà habitués à cette prothèse. Et donc, ils vont dire, bah, moi, je vais dans cette boîte parce que voilà. Et donc, Ouais. ils ont déjà une dette cognitive qui est, ben, voilà, elle est là. Euh, et puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a un cumul des effets cognitifs. Parce que si je rajoute ce délestage cognitif dont on vient de parler, le multitâche, parce que ces outils sont foncièrement multitâches, la rapidité des réponses, la sollicitation permanente du cerveau avec le réseau de science qui est activé, le dérèglement du circuit limbique. Et ben en fait, on est vraiment dans une guerre cognitive. On crée des nouvelles angoisses avec le FOMO, la peur de rater quelque chose, voilà. La fin de la preuve visuelle, la peur des Ouais. fausses données, le sentiment d'être infériorisé. Et moi, je me dis, mais là, psychologiquement, on va avoir un problème de gérer tout ça. Enfin, ça fait beaucoup quand même, quand même. Et ce que j'avais bien aimé aussi dans ton livre, parce que je rebondis sur la prothèse, et toi tu parles d'orthèse, hein. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'aujourd'hui, bon, il faudrait que l'IA ne devienne pas une prothèse, mais plus une orthèse, c'est-à-dire quelque chose qui nous aide, si je comprends bien, plutôt qu'une prothèse, quelque chose qui nous remplace en fait. Et j'ai pris cette Je trouve ça image très parce que, parlant. Donc je dis, ouais, moi, je sais pas si c'est ajusté, mais moi, je prenais l'image d'un étudiant. Moi, j'ai un enfant qui fait une prépa scientifique. Il est en deuxième année. Si tu lui files une calculatrice, ça va ouais. l'augmenter. Et objectivement, ça augmente. Et s'il utilise ChatGPT de façon mesurée par rapport à ce qu'il a déjà comme connaissance, ça va augmenter sa capacité à comprendre, à être stimulé. En revanche, si je donne ça à ma petite dernière qui est en CE1, ou une calculatrice, bah, en fait, ça va plutôt être l'orthèse. Et donc, si je file la métaphore, si on a un cerveau qui est déjà construit, un tonneau qui est bien rempli, des circuits neuronaux qui se sont construits dès l'enfance à raisonner, à déduire, à critiquer, à être stimulé, à être curieux, eh ben, je pense que l'IA va être justement une orthèse. Mhm. Mais et là, moi, j'y vois aussi un risque de fracture sociale Et je suis tout à fait d'accord. entre Ouais. le capital culturel élevé, et pour qui ça va Ouais. être une orthèse, et ceux qui vont le prendre bah, comme une béquille, comme une prothèse. Je comprends ça. Mais voilà, après, est-ce que ça va nous augmenter, nous remplacer? Je pense qu'on peut tous se poser cette question, et c'est peut-être juste un point de vigilance à avoir, voilà, pour garder la main et pas se sentir aussi dépossédé, parce que c'est ce que disaient les étudiants dans l'étude du MIT, où à un moment donné, on peut se sentir un peu étranger Ouais, il y avait une à ce qu'on désincarnation, je crois, de ce qu'ils avaient produit. Ils se fait. souvenaient pas, ils comprenaient pas. Il y avait un problème de sens aussi de ce qui avait été produit. Donc, c'est quand même grave, quoi. Quand on écrit, tu vois, toi qui écris des articles, oui, cette récompense, cette satisfaction d'avoir fait quelque chose. Moi, souvent, on me dit, mais alors, mais ton livre, tu l'as écrit comment avec ChatGPT? Alors, je dis non, il est enfin, c'est de l'intelligence naturelle. Mais en fait, à chaque fois que j'ai essayé, même avant ChatGPT, qu'on pouvait faire le copier-coller, je trouvais pas ça bien, non pas d'un point de vue moral ou je sais pas quoi, c'est que je me sentais du coup en dehors des Mm. choses. En fait, je pensais même pas au risque d'atrophie cognitive. Je me disais, mais oui, cette notion de créer, le travail, c'est créer, donc ça vient de moi. Mm. Alors bien sûr, on crée, on s'inspire. Moi, je lis plein d'articles, j'écoute des conférenciers, voilà. Mais c'est ce beau mot de l'assimilation des choses, c'est-à-dire qu'en fait, ce processus qui est au milieu dans cette boîte noire, c'est ça qui est Mm. challengé. Moi, je trouve que entrer la commande et lire le résultat, je trouve ça rigolo pour plein de choses euh, futiles. Je trouve ça très intéressant quand on connaît le sujet, Exactement. parce que ça vient nous augmenter. Exactement. Par contre, je trouve ça dangereux quand on n'y connaît rien. C'est la Parce fameuse que, autopoésie, poésie dont on parlait, il y a un très bon numéro spécial IA dans Philosophie Magazine où il parlait de ce processus. Attends, je l'avais noté parce que je trouvais ça intéressant, parce que ça vient de quelqu'un, d'un neurobiologiste. de Francisco Varela, et Francisco C'est ça, Varela, Francisco Valera. Voilà. il dit un truc super intéressant. Neurobiologiste, hein, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, il démonte un peu le mythe de l'ordinateur, tu sais, enfin de la pensée qui serait comme celle de Mm. l'ordinateur. Bon, l'ordinateur essaye de copier la pensée, mais c'est computationnel et c'est foncièrement probabiliste. Ouais. Alors que là, quand je parle, je sais pas le mot que je vais dire,
Et en fait, lui, il parle de pensée inactive, de l'inaction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une théorie, en gros, où en fait, il dit que notre pensée, elle est liée à notre corps, donc à tout ce qu'on a en nous-mêmes, en fait. Elle est liée aussi à l'environnement extérieur, au contexte. C'est pour ça, d'ailleurs, que les IA ont beaucoup de mal à Mm. contextualiser. C'est les problèmes d'alignement de l'IA, c'est des problèmes de contexte. Là, en permanence, moi, je recontextualise parce que je suis dans un corps qui capte les choses et je recontextualise. Et puis, il parle aussi, voilà, des émotions, oui, du corps, parce que nous, on est en risque, on est dans la vie. Mm. Et donc, il casse un peu ce mythe de finalement, la pensée copiée par les ordinateurs, c'est comme la pensée humaine. C'est très loin Ouais. de la pensée humaine parce qu'on n'a pas de corps. Et peut-être que le pas qui s'affranchit, mais à mon avis, on est encore loin, c'est quand on va marier les robots avec les capteurs, avec l'IA. Là, par contre, on va franchir un cap parce que en fait, ce nouveau corps Ouais. artificiel pourra capter le contexte extérieur. Bon, par contre, il n'aura Ah, pas. ça va arriver, ça. Oh, putain, ça me fait peur, ça. Ouais. On n'y est pas Non, mais encore, tu vois, il y a une mais part d'intuition aussi quand tu parles, enfin, oui, quand je parle oui, de oui. l'intuition expérimentale, enfin voilà, celle qu'on gagne avec les années, etc. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, cette auto-poésie, elle est intéressante en fait. C'est tout ce processus qui fait que effectivement, tu vas produire une pensée, un raisonnement, et qui va faire que ta pensée, elle est robuste en fait. Et ça, c'est de l'expérience en fait. Après, j'aimerais juste parler d'un qui est lié à comment dire justement à ce fantasme autour de l'intelligence artificielle, c'est à la fois le récit technologique mais aussi la sémantique, Oui. et ça c'est un point important dont on parle peu, je trouve. Le mot intelligence artificielle, il a été choisi en 56 à la conférence de Dartmouth pour justement lever des fonds, créer un imaginaire et pourquoi pas anthropomorphiser pardon la machine. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le terme, justement, et notamment, je me répète, mais c'est Anna Lambert notamment qui en parle beaucoup, qui, elle, souhaiterait appeler ça des automates computationnels, parce que l'intelligence artificielle, ça crée vraiment un inconscient collectif autour d'une machine qui nous dépasserait, qui serait notre égale. On en a déjà parlé un petit peu en amont. Donc, est-ce que ça serait changer le terme pour que ça soit moins chargé de domination technologique quelque part? L'ambiguïté sémantique marche très très bien, du Bah coup. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas. D'abord, le mot intelligence, il est trompeur parce qu'en anglais, ça Ouais. désigne Mm. l'information. La CIA, ça veut pas dire l'agence de Ouais, l'intelligence, mais de l'information. exactement. Et donc, agent computationnel, ça serait plus précis, ça serait moins vendeur, ça c'est sûr. Euh, et moi, je trouve que dans cette espèce de tromperie, ça ouvre la boîte à fantasmes. Mm. Alors, c'est bien pour lever des fonds, faire du marketing. Mais je pense que c'est aussi pour justement, sur cette ambiguïté du mot intelligence, je trouve, il y a la volonté d'imposer un narratif anthropomorphique qui est très Mm. puissant. D'ailleurs, regarde le smartphone, c'est le téléphone Les devient gens, ouais. intelligent. Mm. Hein. Les smart cities, une ville devient intelligente. Enfin, Ouais. bon, ok. Donc c'est la machine qui devient le référentiel et l'homme comme une variable. Mon Donc Dieu. c'est Mm. d'ailleurs le postulat de la philosophie transhumaniste, hein, c'est de dire que finalement l'humain il est Mm. dépassé. De toute façon l'humain il meurt. Donc il faut l'augmenter, il faut l'hybrider avec la machine. Et en fait je pense qu'on en vit les débuts. Et j'ai quand même une vision positive avec ça, c'est que je me dis que c'est pas une révolution, c'est une révélation. Alors je m'explique. C'est une révélation dans le sens que en voulant créer des dispositifs computationnels en fait qui vont imiter l'humain, qui vont le mettre en concurrence, qui vont le remplacer, voire l'humilier, et ben en fait ça va provoquer tôt ou tard une sorte de révélation de ce qu'on est réellement. D'ailleurs, tu vois, on en parle. Mm. Qui on est. C'est vrai, ça Moi, ça questionne me passionne. l'humanité. Ouais. Mm. Mm. Qui t'es toi comme journaliste finalement, Mm. tu vois? Maintenant qu'il y a ChatGPT. Euh, Est-ce que je suis un enseignant maintenant qu'il y a un précepteur numérique? Est-ce que je suis un médecin maintenant qu'il y a Mm. une IA qui répond à mes patients? Est-ce que je suis un avocat? C'est quoi qui fait vraiment la singularité, pour le coup, pour reprendre ce Mm. mot, des êtres humains? Donc en fait, ça va nous pousser à révéler qui on est vraiment. On parlait du mot intelligence dans le sens anglo-saxon, Mm. dans le sens plutôt français, enfin latin, interligere, relier les choses entre elles, l'art de relier les choses entre elles. Justement, là, on rejoint, moi, je trouve, cette vision de l'inaction, justement, où euh, bah, c'est des interactions complexes, en fait, au sein, et subtiles, au sein d'organismes vivants, voilà, et d'un écosystème vivant. Et ça, je sais pas si tu connais un peu ce qu'on appelle l'économie Mm. régénérative.
qui se base justement sur l'imitation des Ouais. systèmes vivants, que ce soit les oiseaux, tout ça. Par exemple, moi chez FlexJob, chez qui je travaille, on s'inspire beaucoup des systèmes vivants pour régénérer en fait l'organisation des entreprises. Donc typiquement, c'est la vision de Frédéric Laloux sur les organismes Mmh. opales. Euh, et là, pour le coup, je trouve que c'est un pharmacone intéressant d'aller chercher dans le vivant des modèles d'inspiration parce que justement, ils sont pas machinisés. Oui, du coup, comment tu Ça, enfin, du coup, le point, c'est de se dire, aller chercher ces éléments, enfin, mimétiques, on va dire, avec la nature, ces ouais, systèmes, et oui, essayer, du coup, quand même de s'appuyer sur les outils, ou, enfin, en quoi finalement cette approche, elle nourrit la réflexion, ou en tout cas, elle nous permet d'avoir une certaine hygiène par rapport à la tech, en fait, enfin, aux IA. ouais. Je vais prendre un exemple concret. Ça veut pas dire qu'on va pas utiliser l'IA. Ça veut dire que typiquement, nous, on pousse à fond les dispositifs de facilitation Mmh, d'intelligence d'accord. collective. Et ça marche. Et moi, je me suis dit, pourquoi? Moi, j'y vois un signe. C'est qu'en fait, d'abord parce qu'on subit une surexposition aux écrans. Donc, quelque part, se retrouver sans écran, ensemble, à discuter, à échanger, à créer, bah, ça fait juste du bien physiquement, C'est parce qu'on ça. se sent Mmh. relié de corps à corps, à discuter, à s'écouter. Il n'y a plus d'écran qui fait écran. On sort de ce qu'on appelle la technoférence, hein, l'interférence technologique. Et puis la deuxième chose, bah, c'est face à des intelligences ou aux systèmes computationnels avec qui on discute toute la journée, bah là, en fait, on a des êtres humains avec qui on enrichit de façon assez riche une vision, une création. Et donc, moi, je vois le succès des dispositifs de facilitation. Et nous, on est tous facilitateurs chez FlexJob. Le Smartphone Show, c'est un atelier de Mmh. facilitation. Et je pense que c'est une sorte de rééquilibrage aussi par rapport à nos interfaces permanentes avec des machines où en fait, même si c'est performant, même si en termes de veille, de synthèse, c'est extrêmement brillant. Oui. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun et je l'utilise aussi pour ça. Mais aller le confronter avec d'autres humains dans des dispositifs pédagogiques qui font du bien et qui nous nourrissent entre humains, ben, je trouve que c'est important parce qu'on va garder ce don contre don, on va réhabiliter les choses qui font l'humanité et qui font le collectif d'entreprise. Voilà, donc c'est une sorte de rééquilibrage. Et moi, j'y vois vraiment un signe. Je vois vraiment les entreprises nous demandent ça de plus en plus, Mmh. quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement pour muscler nos compétences essentielles, vers lesquelles il faut aller? Moi, c'est vrai qu'en interviewant pas mal de gens, je vois le retour un peu aux compétences anciennes, limite une nouvelle scolastique, apprendre des savoirs fondamentaux, se muscler, ou en tout cas revenir aux fondamentaux, les mathématiques, la philosophie, la dialectique, la logique, la capacité à douter, à se questionner. Et plus que la tech en tant que telle, finalement. Parce qu'on dit toujours, il faut se former. Bon, oui, il faut peut-être savoir l'utiliser, Ouais. mais je sais pas, l'intuition, c'est, faut pas lâcher les expertises, en fait, peut-être. Moi, je m'oppose un peu déjà à une vision un peu fonctionnaliste hein, où on serait réduit justement à une somme de compétences, parce que déjà, je trouve ça assez réductionniste et tout le temps dans la performance. Et parce que si on est réduit à une cartographie de compétences, bah là, du coup, on va être mis en Bah ouais. concurrence Mm. déloyale encore plus avec des agents autonomes et on va devenir obsolète par définition. Donc moi, je reviendrai en fait sortir du référentiel où c'est la machine qui est au centre. Euh, et quelque part, bah justement, l'expérience, cette somme de choses qu'on a fait, des erreurs qu'on a surmontées, ça c'est hyper Ah oui, d'accord. important. Mm. L'intuition, le jugement, l'intériorité, ce qu'on appelle le caractère, la singularité, l'esprit critique, l'humour, un ensemble de valeurs qu'on a, la vitalité, la prise de risque, la créativité, et puis muscler son intelligence parce que je pense que comme on est mis en concurrence, il va falloir être encore plus intelligent pour les utiliser. Parce que comme je disais, moi si je connais très bien un sujet, moi, en écrivant ce bouquin, si je pose des questions à ChatGPT, je connais des références, je connais les penseurs technocritiques, ça va m'augmenter de le questionner. Si je connais rien, dès que je suis sur un domaine où j'y connais rien, je vois qu'en fait, Ouais. Puis il raconte c'est n'importe quoi, une... aussi. Enfin, il y a beaucoup Ah, d'hallucinations, on voilà, le sait là-dessus, et beaucoup ça d'hallucinations. permet quand même de prendre du Donc, recul, ouais. Mm. Ouais. je pense qu'il faut être encore plus intelligent. Alors, bon, j'aime pas trop la dénomination soft skills, Ouais. compétences transversales, mais en gros, quand même, je serais assez pour aussi d'augmenter ses capacités d'adaptation, le goût de l'effort, le courage, la créativité, l'assertivité, l'utilisation aussi des différentes intelligences, même si il y a un débat Ah oui. là-dessus, Howard moi, Gardner? Ah oui. Ouais. kinesthésie, ouais, les compétences psychosociales, mais et pas que la Mm. logico-mathématique. Et puis enfin,
Moi, je pense quand même si c'est pas ma tasse de thé, je pense que ce serait utile d'apprendre à coder, à prompter et à démystifier ces boîtes noires. Parce que là, il y a une sorte de mystification, hein. C'était Freud qui parlait de l'inquiétante étrangeté face au Oui. miroir. En fait, quand il se voit dans le miroir, mais une fois que tu as cassé le miroir, ça y est, tu comprends que c'était un dispositif technique. Je pense que dans nos contemporains, à part ceux qui conçoivent les réseaux de neurones, on n'est pas très nombreux à vraiment comprendre la, entre guillemets, mystification de ces technologies probabilistes. Et je pense que ça, c'est important, je pense notamment aux enfants, de donner des cours de code, de prompt, et puis dernière chose, ce que tu as dit tout à l'heure, et ça vraiment, alors voilà, pour le coup, c'est ma tasse d'été, c'est vraiment la culture Mmh. générale, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, pour voilà, reprendre le pouvoir face à la machine et pas tomber dans le technosolutionnisme, et avoir justement une réponse sur ce qu'on appelait avant les humanités. Je pense que ça, c'est important. Donc finalement, dans cette révélation que moi j'appelle de mes voeux, ben, il y a des belles choses. C'est-à-dire, on avait un peu abandonné ça, hein, et moi je vois de plus en plus de penseurs. On parlait tout à l'heure d'Éric Sadin, d'Étienne Klein. Enfin, il y a quand même beaucoup de monde, plutôt issu bah, d'Anna Lombert, issus des sciences sociales, de la philosophie, prendre la parole sur ces questions, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de profondément humain qui se joue, et que c'est pas que Ah, des puis c'est bien mathématiques, que ça quoi. soit pas ce soit pas seulement des comment dire des experts de la tech qui prennent la parole. Bon Oui, déjà et conflit d'intérêt, on va dire ça comme ça. Mais c'est ouais, surtout voilà, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai sujet philosophique, existentiel. Donc c'est intéressant qu'il y ait des philosophes en fait qui se questionnent là-dessus. Bon après, tu vois, Eric Sadin, il se questionne depuis très longtemps, voilà sur ça, mais oui. hyper intéressant. Juste pour terminer, un takeaway peut-être. Tu parlais de culture générale. Est-ce qu'il y a un livre que tu encourages à lire justement, alors lié à l'IA ou pas, mais en tout cas pour muscler ta culture générale, pour muscler tes réflexes cognitifs, muscler ton intelligence. C'est... Bah, moi, j'ai bien aimé justement les livres d'Éric Sadin, qu'il a écrit déjà il y a longtemps. Et d'ailleurs, même, il avait écrit un roman sur les Mm. technologies, la captation de l'attention. Il y a aussi des fictions qui sont intéressantes. Moi, je suis Eric Sadin en ce Euh, moment. Le désert de ouais, nous-mêmes. Hein, ouais. je Je l'ai commandé, le je l'ai pas connais encore aussi. lu, mais À l'assaut du réel, moi aussi, je suis en train de lire de ça de Gérald Bronner. Donc, voilà. ouais. Bon, moi, j'essaye de lire des gens avec qui je suis pas forcément Mm. d'accord aussi. Je lis aussi Laurent Mais juste, c'est marrant, Alexandre. tu me dis quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, avec qui je suis d'accord. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de lire, arrêtez de faire des études. Ne faites plus d'études avec, voilà. Ben voilà, Tu l'as lu ça ou pas? ouais. Oui? Non. Non, je l'ai pas lu, mais en fait, je les ai écoutés longuement et en fait, il faut pas Pas s'arrêter du au tout. titre, il Bah faut ouais, moi je suis s'intéresser d'accord. aux sous-titres. Mm. Et ça, pour le coup, je suis Oui. d'accord qu'il va falloir sérieusement repenser En tout cas, l'école. il dit la même chose que Heu, toi. Enfin, moi, j'ai écouté, il est passé dans oui, Génération Do It Yourself, là, et du coup, j'ai écouté. oui. Il dit culture G, Brodel. Du coup, je suis allée commander Brodel. Moi, je l'ai jamais lu. Du coup, j'étais commandé Brodel. Non, mais en fait, moi, ça me donne Ouais, envie de lire, plutôt de la ouais, ouais. Mm. philosophie, bon, les penseurs technocritiques, de relire les penseurs technocritiques, et il y a beaucoup de monde, enfin, de différents univers, en fait, qui sont en train de vraiment, se pencher sur cette question.